Au cœur de la forêt tropicale du Sénégal, un spectacle étonnant est en train d'avoir lieu. Ces chimpanzés ont décidé d'en finir avec la routine et de mener la belle vie. Avec piscine privée, mais ce n'est pas tout. À Fongoli, ils s'offrent une chasse digne des plus grands amateurs. D'un vulgaire bout de bois, ils font une lance. Ils apprécient le luxe d'un bon steak tartare. Franchement, à qui pourrait faire penser ces chimpanzés, ces orang-outans, ces gorilles et ces bonobos? Il faut l'avouer, la ressemblance est troublante. Nous nous sommes rendus compte que nous étions bien plus proches d'eux que ce que nous pensions. Mais plus nous mesurons leurs capacités intellectuelles, plus nos certitudes volent en éclats. On sait que les gènes humains sont à 99% identiques à ceux des chimpanzés. Pourtant, on voit bien que nous n'avons pas du tout les mêmes fonctions sur cette planète. La vraie question est, qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? Quelle est cette petite différence qui fait toute la différence? Quel est le chaînon manquant entre eux et nous? Pourquoi une telle distance? Cette région d'Afrique est le berceau d'une révolution surprenante. Ici, nos cousins germains ont l'air d'innover. Généralement, les chimpanzés ont peur de l'eau. Pourtant, ce jeune mâle daigne aller faire trempette. Même s'il n'en est pas encore à barboter avec une bouée canard, il y en a un qui s'amuse comme un petit fou. Et les chimpanzés sauvages n'ont pas fini de nous surprendre. À Fongoli, au Sénégal, l'anthropologiste Jill Pritz et le psychologue Andrew Wayton jouent les détectives et analysent les comportements de ces primates. Le chimpanzé a tendance à s'emporter très vite. J'ai rarement vu une telle mimique. Il était tellement agité qu'il ne pouvait plus se contrôler. Ce n'était pas simplement pour se rafraîchir. Ces jeunes singes aiment vraiment s'amuser dans l'eau. Ceci n'est qu'un avant-goût. Les scientifiques qui les étudient vont de surprise en surprise. Ces cousins des forêts pourraient bien être nos frères. Car il semblerait que toutes ces capacités que l'on pensait exclusivement réservées à l'homme, ils les possèdent aussi. Rassurez-vous, nous avons encore quelques longueurs d'avance. Pas de risques immédiats que ce soit eux qui nous étudient. Pour observer leurs émotions, une simple marche suffit. Mais quand il s'agit d'analyser leur raisonnement, c'est une autre affaire.
Nous sommes à Leipzig, en Allemagne, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire. Joseph Kahl est psychologue. Il se livre à une nouvelle expérience. Ce chimpanzé sera-t-il à la hauteur? Le suspense est insoutenable. Pendant 10 minutes, rien ne se passe. Et tout d'un coup, bingo, la solution. Le but, c'est qu'ils se rendent compte que l'eau peut être un outil. C'est intéressant parce que l'eau n'a pas de forme. Quoi de plus simple? N'importe qui y aurait pensé. Enfin, presque. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur le terrain, au Sénégal, Jill Pritz a longuement observé les habitudes alimentaires des chimpanzés. Ils s'adaptent et peuvent manger de tout, mais ils ont un petit faible pour la viande. Leur plat préféré est le galago, un petit primate nocturne. Mais pas question de les chasser à main nue. Jill Pritz les a suivis et a pu constater qu'ils confectionnent des armes pour chasser. Andrew Wayton ne peut s'empêcher d'aller assister en personne à cette scène si singulière. Jill Pritz vient juste de ramasser une de ses lances qu'elle a trouvée en haut de cet arbre. Celle-ci est un peu plus grande que celle que je trouve d'habitude. C'est vrai qu'elle est grande et elle a l'air solide. Exactement. C'est très intéressant parce que ce trou est assez profond et la lance a été faite pour atteindre facilement le fond de la cavité. Oui, c'est très précis. Pour faire une bonne lance, il faut casser le bout d'une branche, puis l'aiguiser. Ensuite, il ne reste plus qu'à rechercher un galago endormi dans sa niche. J'imagine que le chimpanzé s'approche du nid, jette un œil, prend son bâton et frappe énergiquement et à plusieurs reprises. Même si l'instrument est rudimentaire, il vaut mieux ne pas s'y frotter, quand on sait que le bras d'un singe est 5 fois plus puissant que le nôtre. Ensuite, quand ils ressortent leur bâton, ils doivent le renifler ou le lécher. Ils peuvent aussi bien ouvrir toute la cavité et, avec un peu de chance, tomber sur leur proie. Casser, élaguer, aiguiser, frapper, mine de rien, le processus est sophistiqué. Pas de doute, tout est prémédité. Pour Andrew Wayton, cette découverte nous renvoie à nous-mêmes. C'est fascinant d'étudier la chasse, surtout quand ça nous renvoie à notre propre évolution il y a 5 ou 6 millions d'années. Progressivement, nous sommes devenus de grands chasseurs, amateurs d'outils performants, grâce auxquels on tuait de grandes proies. Comment un animal comme le singe a pu en arriver au même stade? Jill Pritz et Andrew Wayton partent enquêter. Jill Pritz a remarqué que généralement ce type de chasse a lieu à la saison des pluies. Elle a reconstitué la méthode étape par étape. On y est. Le singe regarde d'abord dans le trou. Déjeuner, y es-tu? Il casse ensuite une branche
puis il l'aiguise. La première fois que j'ai vu un singe faire ça, je me suis demandé, mais où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il compte faire avec ça? Il en mordit le bout pour faire une pointe. Il assure la lance avec son pied et vise le trou. Jill Pritz a marqué l'histoire. Elle restera comme celle qui a découvert qu'une espèce animale peut fabriquer et utiliser une arme mortelle. Impressionnant. D'autant qu'apparemment, la moitié des singes de ce groupe utilisent cette arme. Ils ont donc su se faire passer le mot. On peut trouver ça normal, jusqu'à ce que l'on prenne conscience qu'inventer et partager des techniques, c'est une des définitions de la culture. Selon Andrew Wayton, la culture englobe les arts humains. Elle peut aller de l'invention de la bière aux symphonies de Beethoven. Mais désormais, elle inclut également les traditions rudimentaires des primates. Si on voit quelqu'un qui porte un kilt, qui joue de la cornemuse et qui prend du porridge au petit déjeuner, on devine qu'il vient d'Écosse. C'est pareil ici. Si on voit un chimpanzé qui, comme les autres singes de son groupe, ne recule pas devant l'idée d'un petit bain, qui aiguise un bout de bois et s'en sert comme d'une arme primitive, on dira que ce singe vient de Fongolie. Andrew Wayton n'en revient pas. Comment un singe peut-il développer une culture? Les petits observent leurs parents avec beaucoup d'attention. Au bout de quelques mois, ils commencent à faire les mêmes gestes qu'eux. Ils sont capables de copier. Prenons un singe qui vit au milieu d'humains. Il les imite tellement facilement que ça en devient comique. Et puis, c'est quand même plus efficace d'imiter quelqu'un plutôt que de tout inventer soi-même. Mais ça n'est pas si simple. Le jeu préféré des bonobos du Congo, c'est l'imitation. Mais les apparences sont souvent trompeuses. C'est un jeu très sérieux. Un singe a envie d'imiter ce qu'un autre singe est en train de faire. Il doit aussi comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir le reproduire à son tour. Cela implique un raisonnement, car il faut interpréter les différentes étapes qui mènent à un objectif. En identifier le but pour avoir envie de faire pareil. Avoir une bonne conscience de soi-même et des autres pour se comparer. Pour prouver les capacités d'imitation des singes, un des étudiants d'Andrew Wayton a mis au point une expérience. Au Killing Center de l'Université du Texas, Antoine Spiteri a construit une machine à trous pour singes. La carotte, un raisin, si je puis dire. Le singe doit d'abord faire tourner un disque pour permettre au raisin de tomber dans un trou. Ensuite, il doit actionner un levier qui ouvre une porte et le fruit tombe. Antoine Spiteri montre à cette femelle chimpanzé comment fonctionne cette boîte. Et avec un peu de grenadine, on fait des merveilles. Faire tourner, puis baisser. C'est gagné! Les camarades de Judy font leur entrée. Suspense. Les autres chimpanzés arriveront-ils à intégrer ces étapes par la seule observation? Pourront-ils singer Judy et se régaler de raisins à leur tour? Tiens, voici un candidat.
peu de fair play, s'il vous plaît. Il y a encore un instant, Judy était la seule détentrice de ce savoir-faire. À présent, ils sont deux. Puis, c'est comme une traînée de poudre, tout le monde s'y met. Mais Antoine Spiteri n'est pas tout à fait satisfait. Leurs voisins y parviendront-ils aussi? Non seulement ils ne font pas partie du même groupe, mais entre eux, c'est la guerre froide. La concurrence aiguisera-t-elle leurs neurones? Faire tourner? Baisser la poignée? L'apprentissage par imitation est déjà une forme de culture. Et la culture, au même titre que la réflexion et les émotions, a toujours été reconnue comme une aptitude exclusivement humaine. L'histoire de la pensée occidentale a toujours considéré qu'il y avait les humains d'un côté et les animaux de l'autre. Les hommes sont créés à l'image de Dieu et les bêtes ne sont que des bêtes. 1960 a vu naître une révolution scientifique quand cette jeune femme s'est établie en Tanzanie. Jane Goodall a prouvé que les émotions des chimpanzés étaient très proches des nôtres. Surtout en ce qui concerne les liens entre la femelle et son petit. Dans la région de Bossou, en Afrique de l'Ouest, des chercheurs japonais ont suivi un chimpanzé de 2 ans malade. Sa mère pose la main sur son front pour voir s'il a de la fièvre. Il est de plus en plus faible, mais elle lui reste dévouée. Quand je vois cette mère qui s'occupe de son bébé, il est évident pour moi que la vie émotionnelle des chimpanzés est quasi similaire à la nôtre. Elle continue de le porter après sa mort. Est-ce une sorte de deuil, de méfiance? Un primate peut-il tenter de refuser les blessures de la vie? Jane Goodall est parvenue à démontrer que les chimpanzés éprouvaient des émotions. Mais ces découvertes ne se sont pas arrêtées là. Elle a apporté des preuves évidentes de leur intelligence. C'est elle la première qui a remarqué que les chimpanzés utilisaient des outils. Au menu d'aujourd'hui, des termites. Quand elle a parlé de cette technique, les gens n'en revenaient pas. Au point qu'ils se sont demandé s'il ne fallait pas changer la définition de l'humain, ou alors inclure les chimpanzés dans cette définition. Mais à Gwalugo, d'autres chimpanzés poussent plus loin leur technique de chasse aux termites. Ils prennent d'abord un gros bâton pour faire un trou dans le sol. Ensuite, ils passent à une tige plus mince pour capturer les termites. Mais la prouesse de Jane Goodall a été de découvrir que les chimpanzés sont de véritables chasseurs. Elle les a vus attraper à main nue des singes colobes. Personne n'a pu encore prouver qu'ils coordonnaient leurs efforts, mais cela ressemble beaucoup à du travail d'équipe. Les hommes sont-ils en train d'en perdre le monopole? Jusqu'où les singes peuvent-ils développer leur culture? Le tableau peut être effrayant. Un groupe de singes armés jusqu'aux dents, chassant en bande. Pourquoi les singes ne dominent-ils pas la Terre à notre place? Sont-ils réellement capables de coopérer? De nouvelles études explorent les rudiments de leur esprit d'équipe. Là aussi, ils nous rattrapent. Une expérience est en cours à l'Institut de recherche pour les grands primates au Japon. Ce singe sait qu'il y a à manger sous cette pierre.
la difficulté augmente. Une pierre plus lourde. Et si on fait intervenir un autre singe affamé? Travailleront-ils ensemble? Ils ont beau s'acharner, cela ne leur viendrait pas à l'idée de se mettre d'accord pour synchroniser leurs efforts. C'est là que le chercheur Satoshi Hirata entre dans la danse. Le chimpanzé serait-il têtu? Ce n'est pas trop tôt. Ce petit coup de main est bien utile. Voici l'apothéose. Le singe finit même par demander de l'aide. Mais ira-t-il jusqu'à proposer ses services? Depuis que j'étudie les singes, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est de voir qu'ils aident les humains. Si vous essayez d'attraper un objet trop loin pour vous et que le singe comprend votre but, il va vous aider. Mais si jamais il vous arrivait de laisser tomber une banane, ce serait chacun pour soi et tant pis pour vous. Une autre étude montre qu'ils peuvent même juger les actions des autres, en bien ou en mal. De retour à Leipzig en Allemagne. Voici un bon petit plateau repas pour ce chimpanzé. Grâce à cette corde, il peut à tout moment faire tomber le plateau et stopper l'expérience. Un deuxième singe entre dans une cage en face de lui. Lui aussi a une corde, mais plutôt pour attirer le plateau vers lui. Notre premier singe n'est pas du tout d'accord. Il tire immédiatement sur sa corde. Et c'est bien fait pour l'autre. Était-il simplement furieux ou bien était-ce de la pure vengeance? Pour le savoir, une seule solution. On s'arrange pour qu'il nous voie déplacer le plateau. C'est la deuxième fois qu'on le prive de sa nourriture. Mais il comprend qu'il n'est plus question de vol. Tout faire tomber punirait un singe innocent qui n'a eu aucune volonté de lui nuire. Ils sont capables de reconnaître qui est responsable d'un acte. Pour nous aussi, les intentions sont très importantes. Il suffit de regarder notre système judiciaire. Nous faisons la différence entre un homicide volontaire et involontaire. Le sens de la justice et les capacités à travailler en groupe ne font plus de doute. Reste à vérifier maintenant la capacité de collaboration spontanée. Nous sommes à l'Institut Max Planck. Les chercheurs placent un fruit sur une planche. Les chimpanzés sont maintenus derrière les barreaux, d'abord pour les éloigner de la nourriture, mais aussi parce qu'ils peuvent être impulsifs et dangereux. Quand les deux bouts de la corde sont à sa portée, un singe seul peut les tirer et se servir. À présent, les deux bouts sont trop éloignés. Et lorsque l'on tire sur un seul bout, la corde se déroule. L'alternative, ouvrir la porte et faire rentrer un autre singe. Ils unissent leurs efforts.
L'expérience prouve surtout que cette collaboration ne se fait pas toute seule. Le collaborateur doit être un ami et la nourriture séparée en parts égales. Qu'en est-il pour les autres espèces? Au sanctuaire Lolaya Bonobo, au Congo, les victimes des trafiquants d'animaux sont recueillies par ces femmes. Quand les bonobos auront grandi, ils seront relâchés dans la nature et devront apprendre à se débrouiller seuls. Les bonobos sont des primates extrêmement sociables. Et ils adorent passer du bon temps avec leurs amis. Ils sont plus calmes que les chimpanzés. Mais sont-ils plus doués pour travailler ensemble? Brian Hare dispose d'une seule ration de bananes pour deux. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. La nourriture est dans le même pot. Rien de plus simple pour un singe que de faire valser l'autre singe et ramasser le pactole. Ok. 1, 2, 3, allez! La partie n'est pas gagnée. Mais quand on veut, on peut. Bravo les bonobos! De tempérament plus sociable, les bonobos sont plus aptes à coopérer en groupe. Leur sens de la solidarité va même encore plus loin. Un jeune mâle est mort à Lolaya Bonobo. Les hommes tentent donc de récupérer sa dépouille. L'équipe a essayé de prendre des bâtons pour bouger le corps vers une porte. Mais les bonobos étaient déterminés à le défendre. C'était très surprenant, mais aussi très émouvant. Cette réaction était fascinante de la part des bonobos. Ils n'avaient aucun lien avec ce mâle, et pourtant, ils ont pris des risques pour protéger son corps. Il semblerait qu'ils ont la capacité de s'allier contre l'ennemi. Quelles sont les qualités requises pour travailler en groupe? Ont-ils tenu compte de leur nombre et de celui des hommes? Savent-ils seulement compter? À l'université de Kyoto, Tetsuro Matsuzawa a fait des études sur les aptitudes des chimpanzés pour les chiffres. Et la conclusion est positive, ils ont la bosse des maths. Il a d'abord enseigné à un chimpanzé du nom de Ai à compter de 0 à 9 en touchant le chiffre correspondant au nombre de points. Puis il lui soumet les chiffres pêle-mêle sur un écran. Très vite, Ai arrive à les classer dans l'ordre ascendant. Test ultime. Tetsuro Matsuzawa augmente la difficulté. Au moment où Ai touche le 1, les autres chiffres disparaissent sous des cases blanches. Arrivera-t-il à se souvenir de la place de tous les chiffres et à les repérer dans l'ordre? La performance est extraordinaire. Elle dépasse toutes nos attentes. Mais cet apprentissage a été une lutte de tous les instants. Cela a demandé autant de travail pour apprendre le chiffre 3, le chiffre 4 ou le chiffre 5. Et ça a été encore plus dur de passer du 5 au 6. Ai n'a jamais eu l'air de comprendre vraiment que c'est en ajoutant une unité que l'on obtient le chiffre suivant. Certains singes sont doués pour les chiffres, d'autres préfèrent les mots. Donne-moi des brindilles. C'est bien. Nous sommes à la Fondation pour les grands primates en Iowa.
Kanzi, le bonobo, comprend notre langage. Mets la clé dans le frigidaire. Derrière la neutralité de ce masque, la scientifique Sue Savage Rambo teste la compréhension de Kanzi. Bravo! Va chercher le ballon qui est dehors. C'est très bien. Merci, Kanzi. Sue Savage Rambo évalue le vocabulaire de Kanzi à 3000 mots. Nous avons la preuve que les singes maîtrisent les chiffres et les mots. Alors comment expliquer qu'ils ne soient pas devenus nos égaux? L'origine de cette différence est à chercher dans leur comportement. Rivalité, violence, mais surtout impulsivité. Sally Boysen de l'Université de l'Ohio a mis au point une expérience sur le contrôle comportemental. Les chimpanzés doivent choisir entre deux friandises. Tu regardes bien. On va en mettre 1, 2, 3, 4 ici. Regarde bien. Ici, Sheba. On va en mettre 2 ici. Lesquels? Ceux-là pour Sarah. D'accord, je les donne à Sarah. Et Sheba en a 2. Sarah en a 4. Et Sheba seulement 2. Oh, dommage. Encore raté. Cette femelle n'a pas les bonbons qu'elle a demandés. Peut-elle apprendre à résister à son instinct pour obtenir plus de bonbons? Tu donnes ça à Sarah? C'est d'accord. Tu peux prendre celui-là. Bien, Sarah en a 5. Et Sheba en a 1. Je suis désolée. Pas de chance, la gourmandise est toujours la plus forte. Les chimpanzés en demandent plus et ils se retrouvent avec moins. Sheba en a 2 et Sarah 4. Et nous, les humains, comment réagissons-nous? Voici une expérience classique des années 1970. On met un enfant de 4 ans face à un choix très simple. Si tu attends que je revienne, je te donnerai ce bol plein de bonbons, d'accord? Si tu ne peux pas attendre, tu appuies ici comme ça. Mais lorsque je reviendrai, tu n'auras que ce bol avec un seul bonbon dedans, d'accord? Alors à tout de suite. Ce qui distingue l'homme du singe serait précisément cette capacité à anticiper un résultat et à maîtriser ses émotions. Peut-être qu'une des étapes les plus importantes dans l'évolution de notre espèce a été le contrôle de nos émotions. Cela peut expliquer pourquoi nous ne réagissons pas de la même manière face à un problème. Notre raison prend le pas sur nos émotions. Peut-on aider les singes à contrôler leurs émotions? Sally Boysen a le projet d'enseigner les chiffres à ce singe. Elle reprend son expérience, mais propose maintenant des chiffres en plus des bonbons. Tu en donnes 2 à Sarah? D'accord. 2 pour Sarah. Et pour toi, 6.
Miracle! Le chimpanzé ne se fait plus piéger. Il choisit le plus petit chiffre pour avoir plus de bonbons. C'est la preuve qu'on peut aider un primate à surmonter ses émotions. Mais en dehors du labo, le naturel reviendrait au galop. Pourtant, les singes sont capables de certaines prouesses dignes de nos cerveaux humains. Ils ont des émotions sophistiquées. Ils peuvent coopérer et ils ont une culture. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Leur fusée mentale est bien sur la rampe du lancement. Mais pourquoi ne décolle-t-elle pas? Alors que la nôtre est déjà en orbite. Chaque jour, des humains s'adaptent, innovent, déposent plusieurs milliers de brevets. La science et la culture sont nourries par cette capacité de créer. On ne peut pas en dire autant des singes. Pour eux, l'exploit est d'utiliser une pierre pour ouvrir une noix. Pourquoi les primates ne progressent-ils pas comme nous? Une étude récente a permis une surprenante découverte sur la différence entre les hommes et les primates. Les bonobos comme Kanzi ont leur petite étincelle de génie. Kanzi, enlève la chaussure dessous. Défais ma chaussure, s'il te plaît. Il faut défaire le lacet. Même les plus sceptiques s'accordent à dire que Kanzi comprend plus de mots que tout autre animal. Il utilise aussi tout un panel de signes pour communiquer. Mais quand on regarde de plus près le cerveau de Kanzi et des autres primates, on s'aperçoit que certaines connexions ne se sont pas faites. Prenons par exemple le langage. En général, ces symboles lui servent à demander des choses comme « emmène-moi là » ou « donne-moi ça ». Bonbon, tu aimes les bonbons? D'accord. Par contre, il n'utilisera jamais ces signes pour parler du temps ou pour refaire le monde, alors que ça, c'est typiquement humain. Quand de tout petits enfants commencent à parler, c'est une véritable conversation qui s'engage, où chaque réponse est liée à ce qui a été dit avant. Et s'ils ne comprennent pas, ils demandent une explication. Quand on ponctue par « Ah bon ? Ah oui ?» ce sont des moyens de dire si on suit ou non la conversation. Pour entamer une vraie conversation, chaque interlocuteur développe instinctivement une sorte de sixième sens qui lui permet de deviner ce que l'autre pense. C'est une des particularités qui manquent aux très jeunes enfants. Alors Zoé, tu sais à quoi on va jouer? On s'amuse avec Princesse Sally. Tu vois Princesse Sally? Elle a une balle qu'elle aime beaucoup. Voilà sa balle. Mais Princesse Sally doit partir un peu. Donc elle va cacher sa balle tout là-bas, dans ce sac. Tu as vu Princesse Sally qui a caché sa balle dans le sac violet? Oui? Maintenant, elle s'en va faire un petit tour. On va profiter que Princesse Sally soit partie pour lui faire une petite blague, d'accord? On va prendre la balle qui est dans le sac violet et on va la mettre dans le sac vert. Tu as vu qu'on a changé la balle? D'accord. Oh, mais regarde qui arrive. C'est Princesse Sally. La voilà. Elle est revenue. Est-ce que tu sais où Princesse Sally va aller chercher sa balle? Ici, dans le sac vert? Nombre d'études montrent que les enfants de 3 ans ne peuvent pas deviner ce que les autres pensent. Ce qui est étonnant chez ces jeunes enfants, c'est qu'ils sont convaincus alors qu'ils se trompent. Ils sont persuadés qu'elle cherchera sa balle là où elle est vraiment, parce qu'elle veut sa balle et qu'elle est dans ce sac-là. Mais dès 4 ans, les enfants développent ce sixième sens. Où Sally va-t-elle aller chercher sa balle? Elle va regarder dans le sac violet, mais elle va pas la trouver. Bonne réponse. Jusqu'en 2001, on pensait que les singes étaient incapables de pressentir la pensée de leur interlocuteur. Mais c'était sans compter sur les résultats étonnants de ces nouvelles expériences. Première étape, le singe s'approche de sa banane. Mais Brian Hare la lui retire. Il y a de la compétition dans l'air. Deuxième étape.
Brian retire cette banane de son champ de vision et laisse une autre banane visible. On a l'impression qu'il est en train de réfléchir et qu'il se dit « Alors, il me faut cette banane, j'ai plus de chances de l'avoir si je prends celle qu'il ne voit pas, et si je me faufile par là, il ne me verra pas et je pourrai avoir ma banane. » Le singe aurait-il compris ce qui se passe dans la tête de Brian, ce qu'il peut ou ne peut pas voir? Tous les coups sont permis, et un point de plus, pour les chimpanzés. Mais jusqu'où l'intelligence du chimpanzé peut-elle aller? Cette expérience offre un début de réponse. L'Université du Texas. Victoria Horner apprend à ce chimpanzé à manier cette boîte pour avoir un bonbon. D'abord, tapoter. Puis, faire glisser. Ensuite, frapper. Au jeu de l'imitation, les chimpanzés gagnent à tous les coups. Je vais t'apprendre à jouer à la boîte magique, d'accord? Regarde, il y a un bonbon. Tu veux essayer? L'intelligence des singes, comme celle des jeunes enfants, passe d'abord par l'aptitude à reproduire. Tu as gagné. Tu as le droit à ta friandise. C'est bien. Ensuite, j'ai fait la même chose avec cette boîte. C'est presque la même que la boîte noire, sauf que là, on peut voir à travers. Mais toute cette petite manœuvre ne sert à rien. Il y a un faux plafond. Les singes vont droit au but. Ils ne vont quand même pas se laisser piéger. L'enjeu est trop important. Nous avons ici la preuve que les singes ne copient pas bêtement. Ils ont une certaine compréhension des causes et des conséquences. La subtilité est ailleurs. Les enfants ont tendance à imiter, même si ça les amène à faire quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Il semblerait donc que les chimpanzés soient meilleurs que les enfants à ce petit jeu. Et voilà, tu as réussi. Pourquoi tant de naïveté? La psychologie des enfants est telle qu'ils m'ont vue comme une adulte, peut-être comme une maîtresse. Les enfants sont avides d'apprendre. Voilà la différence. Les singes savent copier, mais la plupart des scientifiques pensent qu'ils ne peuvent rien s'enseigner les uns aux autres. Apprendre de quelqu'un est le plus sûr moyen d'avoir de nouvelles idées. C'est beaucoup plus efficace que l'imitation. Plus efficace aussi que d'inventer quelque chose de A à Z. Les enfants cherchent à apprendre avant même de savoir parler. Cela se fait très simplement, en montrant du doigt. N'importe quel bambin sait qu'au bout de ce doigt tendu se trouve une surprise. Les parents adorent quand leur enfant commence à montrer du doigt. Leur bébé veut communiquer avec eux. Les parents voient tout de suite la différence. Avant, leur bébé voulait avoir quelque chose. Maintenant, leur bébé veut leur montrer quelque chose. On ne retrouvera pas ça chez les primates.
Brian Hare a beau montrer, se pencher vers un dépôt, ce jeune bonobo s'en fiche comme de sa première banane. Ils ne comprennent pas ce moyen de communication. On a tenté bien souvent, mais ils n'utilisent pas l'information indiquée. C'est très surprenant. Mais Brian Hare connaît quelqu'un qui réussit ce test. Un jour, j'ai repensé à mon chien qui aime bien aller chercher les objets. Quand il perd sa balle, il vient me voir et si je pointe du doigt l'endroit où elle se trouve, il court dans cette direction et la retrouve. Les chiens ne se font pas prier. Alors, pourquoi les chiens, les humains, mais pas les singes? Il faut approfondir du côté de l'interaction entre la raison et les sentiments. Peut-être que, comme pour les chiens, il y a eu une sélection naturelle chez les humains qui a privilégié ceux qui étaient tolérants, sociables. Du coup, on se retrouve avec des facilités de communication, de coopération que nos proches cousins, les singes, n'ont pas. Ce geste est la manifestation d'une certaine aptitude mentale. Un geste anodin, mais qui fait toute la différence. Par ce geste, je veux attirer l'attention sur un troisième objet. Il doit comprendre et interpréter mon intention. À ce moment-là, il y a comme un triangle entre lui, l'objet et moi. Cette interaction, que nous appellerons le triangle, facilite grandement le travail d'équipe. Ce qui est remarquable entre une mère et son enfant, c'est qu'elle est constamment en train de montrer l'exemple à son bébé et qu'il essaie de suivre la volonté de sa mère. On a un triangle qui se crée entre la mère, l'enfant et la chose pour laquelle ils concentrent leurs efforts. C'est une belle réussite cognitive. Il se trouve que les enfants y parviennent naturellement très vite, alors que les singes en sont incapables. Aujourd'hui, rien ne prouve que les singes mettent en commun leurs compétences en vue d'un même but. Ils sont capables de coordonner leurs actions, mais ils n'ont pas d'objectif commun. Mais si le triangle est le schéma de la transmission d'un savoir, l'émotion en est le cœur. Le bleu tout en haut, Et l'encouragement que nous sommes capables de communiquer en devient le moteur principal. voilà. Oui, c'est bien. C'est très bien. C'est bien, bien joué, bravo. Toutes ces petites attentions, ces coups de main, ces encouragements sont la base de la pédagogie. C'est plus qu'une simple qualité qu'il faut avoir pour enseigner. Cela relève d'une vraie passion. C'est très présent chez les humains et on ne sait pas pourquoi c'est absent chez les singes. Les singes ont une culture, ce qui représente une véritable prouesse dans le règne animal. Ils s'apprennent des trucs et des astuces par imitation. Mais cette transmission reste passive, souvent lente, et elle n'est jamais durable. Il y a beaucoup de failles. Les chimpanzés perdent énormément d'innovation d'une génération à l'autre. Quand un singe invente quelque chose d'important et d'intéressant, on ne peut pas être sûr que les autres singes l'apprendront. Grâce à cette capacité à éduquer et grâce à cette dose d'émotion qui motive l'apprentissage, l'homme a fait la différence avec le singe. La culture humaine est faite de telle sorte que chaque génération reprend et améliore ce qu'a fait la génération précédente. Chaque innovation a commencé par une simple invention. La génération suivante a appris la version simple de cette invention, puis un génie l'a améliorée. Rapidement, tout le monde se l'approprie.
Et on va d'amélioration en amélioration. Si le singe peut se hisser sur les épaules d'un autre singe, seuls les humains sont capables de se hisser sur de grandes idées. C'est une telle chance de travailler avec ces animaux et d'essayer de savoir ce qui se passe dans leur tête quand ils vous regardent avec leurs grands yeux doux. Est-ce qu'ils se disent « Quel type sympa, je me demande à quoi il pense » ou « Tiens, c'est quoi ça? Ça se mange ?» Malgré leurs limites, quand on regarde un de nos cousins primates dans les yeux, on ressent immanquablement une intense connexion. On ne peut pas rester insensible face à un singe en détresse, ou à un groupe de bonobos se liguant pour défendre un des leurs, ou une mère refusant de quitter son petit sans vie. Quant à nous, les grands singes sociables, nous ne pouvons pas nous empêcher de décrypter les pensées que cachent ces visages familiers. Et cela en dit peut-être plus long sur nous que sur eux. Grands chasseurs, amateurs d'outils performants, grâce auxquels on tuait de grandes proies. Comment un animal comme le singe a pu en arriver au même stade? Jill Pritz et Andrew Wayton partent enquêter. Jill Pritz a remarqué que généralement ce type de chasse a lieu à la saison des pluies. Elle a reconstitué la méthode étape par étape. On y est. Le singe regarde d'abord dans le trou. Déjeuner, y es-tu? Il casse ensuite une branche, puis il l'aiguise. La première fois que j'ai vu un singe faire ça, je me suis demandé, mais où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il compte faire avec ça? Il en mordit le bout pour faire une pointe. Il assure la lance avec son pied et vise le trou. Jill Pritz a marqué l'histoire. Elle restera comme celle qui a découvert qu'une espèce animale peut fabriquer et utiliser une arme mortelle. Impressionnant. D'autant qu'apparemment, la moitié des singes de ce groupe utilisent cette arme. Ils ont donc su se faire passer le mot. On peut trouver ça normal, jusqu'à ce que l'on prenne conscience qu'inventer et partager des techniques, c'est une des définitions de la culture. Selon Andrew Wayton, la culture englobe les arts humains. Elle peut aller de l'invention de la bière aux symphonies de Beethoven. Mais désormais, elle inclut également les traditions rudimentaires des primates. Si on voit quelqu'un qui porte un kilt, qui joue de la cornemuse et qui prend du porridge au petit déjeuner, on devine qu'il vient d'Écosse. C'est pareil ici. Si on voit un chimpanzé qui, comme les autres singes de son groupe, ne recule pas devant l'idée d'un petit bain, qui aiguise un bout de bois et s'en sert comme d'une arme primitive, on dira que ce singe vient de Fongolie.
Andrew Wayton n'en revient pas. Comment un singe peut-il développer une culture? Les petits observent leurs parents avec beaucoup d'attention. Au bout de quelques mois, ils commencent à faire les mêmes gestes qu'eux. Ils sont capables de copier. Prenons un singe qui vit au milieu d'humains. Il les imite tellement facilement que ça en devient comique. Et puis, c'est quand même plus efficace d'imiter quelqu'un plutôt que de tout inventer soi-même. Mais ça n'est pas si simple. Le jeu préféré des bonobos du Congo, c'est l'imitation. Mais les apparences sont souvent trompeuses. C'est un jeu très sérieux. Un singe a envie d'imiter ce qu'un autre singe est en train de faire. Il doit aussi comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir le reproduire à son tour. Cela implique un raisonnement, car il faut interpréter les différentes étapes qui mènent à un objectif. En identifier le but pour avoir envie de faire pareil. Avoir une bonne conscience de soi-même et des autres pour se comparer. Pour prouver les capacités d'imitation des singes, un des étudiants d'Andrew Wayton a mis au point une expérience. Au Killing Center de l'Université du Texas, Antoine Spiteri a construit une machine à trous pour singes. La carotte, un raisin. Si je puis dire. Le singe doit d'abord faire tourner un disque pour permettre au raisin de tomber dans un trou. Ensuite, il doit actionner un levier qui ouvre une porte et le fruit tombe. Antoine Spiteri montre à cette femelle chimpanzé comment fonctionne cette boîte. Et avec un peu de grenadine, on fait des merveilles. Faire tourner, puis baisser. C'est gagné! Les camarades de Judy font leur entrée. Suspense. Les autres chimpanzés arriveront-ils à intégrer ces étapes par la seule observation? Pourront-ils singer Judy et se régaler de raisins à leur tour? Tiens, voici un candidat. Un peu de fair play, s'il vous plaît. Il y a encore un instant, Judy était la seule détentrice de ce savoir-faire. À présent, ils sont deux. Puis, c'est comme une traînée de poudre. Tout le monde s'y met. Mais Antoine Spiteri n'est pas tout à fait satisfait. Leurs voisins y parviendront-ils aussi? Non seulement ils ne font pas partie du même groupe, mais entre eux, c'est la guerre froide. La concurrence aiguisera-t-elle leurs neurones? Faire tourner, baisser la poignée. L'apprentissage par imitation est déjà une forme de culture. Et la culture, au même titre que la réflexion et les émotions, a toujours été reconnue comme une aptitude exclusivement humaine. L'histoire de la pensée occidentale a toujours considéré qu'il y avait les humains d'un côté et les animaux de l'autre. Les hommes sont créés à l'image de Dieu et les bêtes ne sont que des bêtes. 1960 a vu naître une révolution scientifique quand cette jeune femme s'est établie en Tanzanie. Jane Goodall a prouvé que les émotions des chimpanzés étaient très proches des nôtres. Surtout en ce qui concerne les liens entre la femelle et son petit. Dans la région de Bossou, en Afrique de l'Ouest, des chercheurs japonais ont suivi un chimpanzé de 2 ans malade. Sa mère pose la main sur son front pour voir s'il a de la fièvre. Il est de plus en plus faible.
mais elle lui reste dévouée. Quand je vois cette mère qui s'occupe de son bébé, il est évident pour moi que la vie émotionnelle des chimpanzés est quasi similaire à la nôtre. Elle continue de le porter après ça. Plus petit chiffre pour avoir plus de bonbons. C'est la preuve qu'on peut aider un primate à surmonter ses émotions. Mais en dehors du labo, le naturel reviendrait au galop. Pourtant, les singes sont capables de certaines prouesses dignes de nos cerveaux humains. Ils ont des émotions sophistiquées. Ils peuvent coopérer et ils ont une culture. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Leur fusée mentale est bien sur la rampe du lancement. Mais pourquoi ne décolle-t-elle pas? Alors que la nôtre est déjà en orbite. Chaque jour, des humains s'adaptent, innovent, déposent plusieurs milliers de brevets. La science et la culture sont nourries par cette capacité de créer. On ne peut pas en dire autant des singes. Pour eux, l'exploit est d'utiliser une pierre pour ouvrir une noix. Pourquoi les primates ne progressent-ils pas comme nous? Une étude récente a permis une surprenante découverte sur la différence entre les hommes et les primates. Les bonobos comme Kanzi ont leur petite étincelle de génie. Kanzi, enlève la chaussure dessous. Défais ma chaussure, s'il te plaît. Il faut défaire le lacet. Même les plus sceptiques s'accordent à dire que Kanzi comprend plus de mots que tout autre animal. Il utilise aussi tout un panel de signes pour communiquer. Mais quand on regarde de plus près le cerveau de Kanzi et des autres primates, on s'aperçoit que certaines connexions ne se sont pas faites. Prenons par exemple le langage. En général, ces symboles lui servent à demander des choses comme « emmène-moi là » ou « donne-moi ça ». Bonbon, tu aimes les bonbons? D'accord. Par contre, il n'utilisera jamais ces signes pour parler du temps ou pour refaire le monde, alors que ça, c'est typiquement humain. Quand de tout petits enfants commencent à parler, c'est une véritable conversation qui s'engage, où chaque réponse est liée à ce qui a été dit avant. Et s'ils ne comprennent pas, ils demandent une explication. Quand on ponctue par « Ah bon ? Ah oui ?» ce sont des moyens de dire si on suit ou non la conversation. Pour entamer une vraie conversation, chaque interlocuteur développe instinctivement une sorte de sixième sens qui lui permet de deviner ce que l'autre pense. C'est une des particularités qui manquent aux très jeunes enfants. Alors Zoé, tu sais à quoi on va jouer? On s'amuse avec Princesse Sally. Tu vois Princesse Sally? Elle a une balle qu'elle aime beaucoup. Voilà sa balle. Mais Princesse Sally doit partir un peu. Donc elle va cacher sa balle tout là-bas, dans ce sac. Tu as vu Princesse Sally qui a caché sa balle dans le sac violet? Oui? Maintenant, elle s'en va faire un petit tour. On va profiter que Princesse Sally soit partie pour lui faire une petite blague, d'accord? On va prendre la balle qui est dans le sac violet et on va la mettre dans le sac vert. Tu as vu qu'on a changé la balle? D'accord. Oh, mais regarde qui arrive. C'est Princesse Sally, la voilà. Elle est revenue. Est-ce que tu sais où Princesse Sally va aller chercher sa balle? Ici, dans le sac vert? Nombre d'études montrent que les enfants de 3 ans ne peuvent pas deviner ce que les autres pensent. Ce qui est étonnant chez ces jeunes enfants, c'est qu'ils sont convaincus alors qu'ils se trompent. Ils sont persuadés qu'elle cherchera sa balle là où elle est vraiment, parce qu'elle veut sa balle et qu'elle est dans ce sac-là. Mais dès 4 ans, les enfants développent ce sixième sens. Où Sally va-t-elle aller chercher sa balle? Elle va regarder dans le sac violet, mais elle va pas la trouver. Bonne réponse. Jusqu'en 2001, on pensait que les singes étaient incapables de pressentir la pensée de leur interlocuteur.
Mais c'était sans compter sur les résultats étonnants de ces nouvelles expériences. Première étape, le singe s'approche de sa banane. Mais Brian Hare la lui retire. Il y a de la compétition dans l'air. Deuxième étape. Brian retire cette banane de son champ de vision et laisse une autre banane visible. On a l'impression qu'il est en train de réfléchir et qu'il se dit « Alors, il me faut cette banane, j'ai plus de chances de l'avoir si je prends celle qu'il ne voit pas, et si je me faufile par là, il ne me verra pas et je pourrai avoir ma banane. » Le singe aurait-il compris ce qui se passe dans la tête de Brian, ce qu'il peut ou ne peut pas voir? Tous les coups sont permis, et un point de plus, pour les chimpanzés. Mais jusqu'où l'intelligence du chimpanzé peut-elle aller? Cette expérience offre un début de réponse. L'Université du Texas. Victoria Horner apprend à ce chimpanzé à manier cette boîte pour avoir un bonbon. D'abord, tapoter. Puis, faire glisser. Ensuite, frapper. Au jeu de l'imitation, les chimpanzés gagnent à tous les coups. Je vais t'apprendre à jouer à la boîte magique, d'accord? Regarde, il y a un bonbon. Tu veux essayer? L'intelligence des singes, comme celle des jeunes enfants, passe d'abord par l'aptitude à reproduire. Tu as gagné. Tu as le droit à ta friandise. C'est bien. Ensuite, j'ai fait la même chose avec cette boîte. C'est presque la même que la boîte noire, sauf que là, on peut voir à travers. Mais toute cette petite manœuvre ne sert à rien. Il y a un faux plafond. Les singes vont droit au but. Ils ne vont quand même pas se laisser piéger. L'enjeu est trop important. Nous avons ici la preuve que les singes ne copient pas bêtement. Ils ont une certaine compréhension des causes et des conséquences. La subtilité est ailleurs. Les enfants ont tendance à imiter, même si ça les amène à faire quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Il semblerait donc que les chimpanzés soient meilleurs que les enfants à ce petit jeu. Et voilà, tu as réussi. Pourquoi tant de naïveté? La psychologie des enfants est telle qu'ils m'ont vue comme une adulte, peut-être comme une maîtresse. Mort. Est-ce une sorte de deuil? De méfiance? Un primate peut-il tenter de refuser les blessures de la vie? Jane Goodall est parvenue à démontrer que les chimpanzés éprouvaient des émotions. Mais ces découvertes ne se sont pas arrêtées là. Elle a apporté des preuves évidentes de leur intelligence. C'est elle la première qui a remarqué que les chimpanzés utilisaient des outils. Au menu d'aujourd'hui, des termites. Quand elle a parlé de cette technique, les gens n'en revenaient pas.
au point qu'ils se sont demandé s'il ne fallait pas changer la définition de l'humain, ou alors inclure les chimpanzés dans cette définition. Mais à Gwalugo, d'autres chimpanzés poussent plus loin leur technique de chasse aux termites. Ils prennent d'abord un gros bâton pour faire un trou dans le sol. Ensuite, ils passent à une tige plus mince pour capturer les termites. Mais la prouesse de Jane Goodall a été de découvrir que les chimpanzés sont de véritables chasseurs. Elle les a vus attraper à main nue des singes colobes. Personne n'a pu encore prouver qu'ils coordonnaient leurs efforts, mais cela ressemble beaucoup à du travail d'équipe. Les hommes sont-ils en train d'en perdre le monopole? Jusqu'où les singes peuvent-ils développer leur culture? Le tableau peut être effrayant. Un groupe de singes armés jusqu'aux dents, chassant en bande. Pourquoi les singes ne dominent-ils pas la Terre à notre place? Sont-ils réellement capables de coopérer? De nouvelles études explorent les rudiments de leur esprit d'équipe. Là aussi, ils nous rattrapent. Une expérience est en cours à l'Institut de recherche pour les grands primates au Japon. Ce singe sait qu'il y a à manger sous cette pierre. La difficulté augmente. Une pierre plus lourde. Et si on fait intervenir un autre singe affamé? Travailleront-ils ensemble? Ils ont beau s'acharner, cela ne leur viendrait pas à l'idée de se mettre d'accord pour synchroniser leurs efforts. C'est là que le chercheur Satoshi Hirata entre dans la danse. Le chimpanzé serait-il têtu? Ce n'est pas trop tôt. Ce petit coup de main est bien utile. Voici l'apothéose. Le singe finit même par demander de l'aide. Mais ira-t-il jusqu'à proposer ses services? Depuis que j'étudie les singes, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est de voir qu'ils aident les humains. Si vous essayez d'attraper un objet trop loin pour vous et que le singe comprend votre but, il va vous aider. Mais si jamais il vous arrivait de laisser tomber une banane, ce serait chacun pour soi et tant pis pour vous. Une autre étude montre qu'ils peuvent même juger les actions des autres, en bien ou en mal. De retour à Leipzig en Allemagne. Voici un bon petit plateau repas pour ce chimpanzé. Grâce à cette corde, il peut à tout moment faire tomber le plateau et stopper l'expérience. Un deuxième singe entre dans une cage en face de lui. Lui aussi a une corde, mais plutôt pour attirer le plateau vers lui. Notre premier singe n'est pas du tout d'accord. Il tire immédiatement sur sa corde. Et c'est bien fait pour l'autre. Était-il simplement furieux ou bien était-ce de la pure vengeance?
Pour le savoir, une seule solution. On s'arrange pour qu'il nous voie déplacer le plateau. C'est la deuxième fois qu'on le prive de sa nourriture. Mais il comprend qu'il n'est plus question de vol. Tout faire tomber punirait un singe innocent qui n'a eu aucune volonté de lui nuire. Ils sont capables de reconnaître qui est responsable d'un acte. Pour nous aussi, les intentions sont très importantes. Il suffit de regarder notre système judiciaire. Nous faisons la différence entre un homicide volontaire et involontaire. Le sens de la justice et les capacités à travailler en groupe ne font plus de doute. Reste à vérifier maintenant la capacité de collaboration spontanée. Nous sommes à l'Institut Max Planck. Les chercheurs placent un fruit sur une planche. Les chimpanzés sont maintenus derrière les barreaux, d'abord pour les éloigner de la nourriture, mais aussi parce qu'ils peuvent être impulsifs et dangereux. Quand les deux bouts de la corde sont à sa portée, un singe seul peut les tirer et se servir. À présent, les deux bouts sont trop éloignés. Et lorsque l'on tire sur un seul bout, la corde se déroule. L'alternative, ouvrir la porte et faire rentrer un autre singe. Ils unissent leurs efforts. L'expérience prouve surtout que cette collaboration ne se fait pas toute seule. Le collaborateur doit être un ami et la nourriture séparée en parts égales. Qu'en est-il pour les autres espèces? Au sanctuaire Lolaya Bonobo, au Congo, les victimes des trafiquants d'animaux sont recueillies par ces femmes. Quand les bonobos auront grandi, ils seront relâchés dans la nature et devront apprendre à se débrouiller seuls. Les bonobos sont des primates extrêmement sociables. Et ils adorent passer du bon temps avec leurs amis. Ils sont plus calmes que les chimpanzés. Mais sont-ils plus doués pour travailler ensemble? Brian Hare dispose d'une seule ration de bananes pour deux. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. La nourriture est dans le même pot. Rien de plus simple pour un singe que de faire valser l'autre singe et ramasser le pactole. Ok. 1, 2, 3, allez! La partie n'est pas gagnée. Mais quand on veut, on peut. Bravo les bonobos! De tempérament plus sociable, les bonobos sont plus aptes à coopérer en groupe. Leur sens de la solidarité va même encore plus loin. Un jeune mâle est mort à Lolaya Bonobo. Les hommes tentent donc de récupérer sa dépouille. L'équipe a essayé de prendre des bâtons pour bouger le corps vers une porte. Mais les bonobos étaient déterminés à le défendre. C'était très surprenant, mais aussi très émouvant. Cette réaction était fascinante de la part des bonobos. Ils n'avaient aucun lien avec ce mâle, et pourtant, ils ont pris des risques pour protéger son corps. Il semblerait qu'ils ont la capacité de s'allier contre l'ennemi. Quelles sont les qualités requises pour travailler en groupe? Ont-ils tenu compte de leur nombre et de celui des hommes? Savent-ils seulement compter? À l'université de Kyoto, Tetsuro Matsuzawa a fait des études sur les aptitudes des chimpanzés pour les chiffres. Et la conclusion est positive, ils ont la bosse des maths.
Il a d'abord enseigné à un chimpanzé du nom de Ai à compter de 0 à 9 en touchant le chiffre correspondant au nombre de points. Puis il lui soumet les chiffres pêle-mêle sur un écran. Très vite, Ai arrive à les classer dans l'ordre ascendant. Test ultime. Tetsuro Matsuzawa augmente la difficulté. Au moment où Ai touche le 1, les autres chiffres disparaissent sous des cases blanches. Arrivera-t-il à se souvenir de la place de tous les chiffres et à les repérer dans l'ordre? La performance est extraordinaire. Elle dépasse toutes nos attentes. Mais cet apprentissage a été une lutte de tous les instants. Cela a demandé autant de travail pour apprendre le chiffre 3, le chiffre 4 ou le chiffre 5. Et ça a été encore plus dur de passer du 5 au 6. Ai n'a jamais eu l'air de comprendre vraiment que c'est en ajoutant une unité que l'on obtient le chiffre suivant. Certains singes sont doués pour les chiffres, d'autres préfèrent les mots. Donne-moi des brindilles. C'est bien. Nous sommes à la Fondation pour les grands primates en Iowa. Kanzi, le bonobo, comprend notre langage. Mets la clé dans le frigidaire. Derrière la neutralité de ce masque, la scientifique Sue Savage Rambo teste la compréhension de Kanzi. Bravo! Va chercher le ballon qui est dehors. C'est très bien. Merci, Kanzi. Sue Savage Rambo évalue le vocabulaire de Kanzi à 3000 mots. Nous avons la preuve que les singes maîtrisent les chiffres et les mots. Alors comment expliquer qu'ils ne soient pas devenus nos égaux? L'origine de cette différence est à chercher dans leur comportement. Rivalité, violence, mais surtout impulsivité. Sally Boysen de l'Université de l'Ohio a mis au point une expérience sur le contrôle comportemental. Les chimpanzés doivent choisir entre deux friandises. Tu regardes bien. On va en mettre 1, 2, 3, 4 ici. Regarde bien. Ici, Sheba. On va en mettre 2 ici. Lesquels? Ceux-là pour Sarah. D'accord, je les donne à Sarah. Et Sheba en a 2. Sarah en a 4. Et Sheba seulement 2. Oh, dommage. Encore raté. Cette femelle n'a pas les bonbons qu'elle a demandés. Peut-elle apprendre à résister à son instinct pour obtenir plus de bonbons? Tu donnes ça à Sarah? C'est d'accord. Tu peux prendre celui-là. Bien, Sarah en a 5 et Sheba en a 1. Je suis désolée. Pas de chance, la gourmandise est toujours la plus forte. Les chimpanzés en demandent plus et ils se retrouvent avec moins. Sheba en a 2 et Sarah 4. Et nous, les humains, comment réagissons-nous? Voici une expérience classique des années 1970. On met un enfant de 4 ans face à un choix très simple. Si tu attends que je revienne, je te donnerai ce bol plein de bonbons, d'accord? Si tu ne peux pas attendre, tu appuies ici comme ça. Mais lorsque je reviendrai, tu n'auras que ce bol avec un seul bonbon dedans, d'accord? Alors à tout de suite.
Ce qui distingue l'homme du singe serait précisément cette capacité à anticiper un résultat et à maîtriser ses émotions. Peut-être qu'une des étapes les plus importantes dans l'évolution de notre espèce a été le contrôle de nos émotions. Cela peut expliquer pourquoi nous ne réagissons pas de la même manière face à un problème. Notre raison prend le pas sur nos émotions. Peut-on aider les singes à contrôler leurs émotions? Sally Boysen a le projet d'enseigner les chiffres à ce singe. Elle reprend son expérience, mais propose maintenant des chiffres en plus des bonbons. Tu en donnes 2 à Sarah? D'accord. 2 pour Sarah. Et pour toi, 6. Miracle! Le chimpanzé ne se fait plus piéger. Il choisit le... Au cœur de la forêt tropicale du Sénégal, un spectacle étonnant est en train d'avoir lieu. Ces chimpanzés ont décidé d'en finir avec la routine et de mener la belle vie. Avec piscine privée? Mais ce n'est pas tout. À Fongoli, ils s'offrent une chasse digne des plus grands amateurs. D'un vulgaire bout de bois, ils font une lance. Ils apprécient le luxe d'un bon steak tartare. Franchement, à qui pourrait faire penser ces chimpanzés, ces orang-outans, ces gorilles et ces bonobos? Il faut l'avouer, la ressemblance est troublante. Nous nous sommes rendus compte que nous étions bien plus proches d'eux que ce que nous pensions. Mais plus nous mesurons leurs capacités intellectuelles, plus nos certitudes volent en éclats. On sait que les gènes humains sont à 99% identiques à ceux des chimpanzés. Pourtant, on voit bien que nous n'avons pas du tout les mêmes fonctions sur cette planète. La vraie question est, qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? Quelle est cette petite différence qui fait toute la différence? Quel est le chaînon manquant entre eux et nous? Pourquoi une telle distance? Cette région d'Afrique est le berceau d'une révolution surprenante. Ici, nos cousins germains ont l'air d'innover. Généralement, les chimpanzés ont peur de l'eau. Pourtant, ce jeune mâle daigne aller faire trempette. Même s'il n'en est pas encore à barboter avec une bouée canard. Il y en a un qui s'amuse comme un petit fou. Et les chimpanzés sauvages n'ont pas fini de nous surprendre. À Fongoli, au Sénégal, l'anthropologiste Jill Pritz et le psychologue Andrew Wheaton jouent les détectives et analysent les comportements de ces primates. Le chimpanzé a tendance à s'emporter très vite. J'ai rarement vu une telle mimique.
Il était tellement agité qu'il ne pouvait plus se contrôler. Ce n'était pas simplement pour se rafraîchir. Ces jeunes singes aiment vraiment s'amuser dans l'eau. Ceci n'est qu'un avant-goût. Les scientifiques qui les étudient vont de surprise en surprise. Ces cousins des forêts pourraient bien être nos frères. Car il semblerait que toutes ces capacités que l'on pensait exclusivement réservées à l'homme, ils les possèdent aussi. Rassurez-vous, nous avons encore quelques longueurs d'avance. Pas de risques immédiats que ce soit eux qui nous étudient. Pour observer leurs émotions, une simple mare suffit. Mais quand il s'agit d'analyser leur raisonnement, c'est une autre affaire. Nous sommes à Leipzig, en Allemagne, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire. Joseph Kahl est psychologue. Il se livre à une nouvelle expérience. Ce chimpanzé sera-t-il à la hauteur? Le suspense est insoutenable. Pendant 10 minutes, rien ne se passe. Et tout d'un coup, bingo, la solution. Le but, c'est qu'ils se rendent compte que l'eau peut être un outil. C'est intéressant parce que l'eau n'a pas de forme. Quoi de plus simple? N'importe qui y aurait pensé. Enfin, presque. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur le terrain, au Sénégal, Jill Pritz a longuement observé les habitudes alimentaires des chimpanzés. Ils s'adaptent et peuvent manger de tout, mais ils ont un petit faible pour la viande. Leur plat préféré est le galago, un petit primate nocturne. Mais pas question de les chasser à main nue. Jill Pritz les a suivis et a pu constater qu'ils confectionnent des armes pour chasser. Andrew Wayton ne peut s'empêcher d'aller assister en personne à cette scène si singulière. Jill Pritz vient juste de ramasser une de ses lances qu'elle a trouvée en haut de cet arbre. Celle-ci est un peu plus grande que celle que je trouve d'habitude. C'est vrai qu'elle est grande et elle a l'air solide. Exactement. C'est très intéressant parce que ce trou est assez profond et la lance a été faite pour atteindre facilement le fond de la cavité. Oui, c'est très précis. Pour faire une bonne lance, il faut casser le bout d'une branche, puis l'aiguiser. Ensuite, il ne reste plus qu'à rechercher un galago endormi dans sa niche. J'imagine que le chimpanzé s'approche du nid, jette un œil, prend son bâton et frappe énergiquement et à plusieurs reprises. Même si l'instrument est rudimentaire, il vaut mieux ne pas s'y frotter, quand on sait que le bras d'un singe est 5 fois plus puissant que le nôtre. Ensuite, quand ils ressortent leur bâton, ils doivent le renifler ou le lécher. Ils peuvent aussi bien ouvrir toute la cavité et, avec un peu de chance, tomber sur leur proie. Casser, élaguer, aiguiser, frapper, mine de rien, le processus est sophistiqué. Pas de doute, tout est prémédité. Pour Andrew Wayton, cette découverte nous renvoie à nous-mêmes. C'est fascinant d'étudier la chasse, surtout quand ça nous renvoie à notre propre évolution il y a 5 ou 6 millions d'années. Progressivement, nous sommes devenus de... Renifler ou le lécher. Ils peuvent aussi bien ouvrir toute la cavité et, avec un peu de chance, tomber sur leur proie. Casser, élaguer, aiguiser, frapper, mine de rien, le processus est sophistiqué. Pas de doute, tout est prémédité.
Pour Andrew Wayton, cette découverte nous renvoie à nous-mêmes. C'est fascinant d'étudier la chasse, surtout quand ça nous renvoie à notre propre évolution il y a 5 ou 6 millions d'années. Progressivement, nous sommes devenus de grands chasseurs, amateurs d'outils performants, grâce auxquels on tuait de grandes proies. Comment un animal comme le singe a pu en arriver au même stade? Gill Pritz et Andrew Wayton partent enquêter. Gill Pritz a remarqué que généralement ce type de chasse a lieu à la saison des pluies. Elle a reconstitué la méthode étape par étape. On y est. Le singe regarde d'abord dans le trou. Déjeuner, y es-tu? Il casse ensuite une branche, puis il l'aiguise. La première fois que j'ai vu un singe faire ça, je me suis demandé, mais où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il compte faire avec ça? Il en mordit le bout pour faire une pointe. Il assure la lance avec son pied et vise le trou. Gill Pritz a marqué l'histoire. Elle restera comme celle qui a découvert qu'une espèce animale peut fabriquer et utiliser une manière d'innover. Généralement, les chimpanzés ont peur de l'eau. Pourtant, ce jeune mâle daigne aller faire trempette. Même s'il n'en est pas encore à barboter avec une bouée canard, il y en a un qui s'amuse comme un petit fou. Et les chimpanzés sauvages n'ont pas fini de nous surprendre. À Fongolie, au Sénégal, l'anthropologiste Gill Pritz et le psychologue Andrew Wayton jouent les détectives et analysent les comportements de ces primates. Le chimpanzé a tendance à s'emporter très vite. J'ai rarement vu une telle mimique. Il était tellement agité qu'il ne pouvait plus se contrôler. Ce n'était pas simplement pour se rafraîchir. Ces jeunes singes aiment vraiment s'amuser dans l'eau. Ceci n'est qu'un avant-goût. Les scientifiques qui les étudient vont de surprise en surprise. Ces cousins des forêts pourraient bien être nos frères. Car il semblerait que toutes ces capacités que l'on pensait exclusivement réservées à l'homme, ils les possèdent aussi. Rassurez-vous, nous avons encore quelques longueurs d'avance. Pas de risques immédiats que ce soit eux qui nous étudient. Pour observer leurs émotions, une simple mare suffit. Mais quand il s'agit d'analyser leur raisonnement, c'est une autre affaire. Nous sommes à Leipzig, en Allemagne, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire. Joseph Kahl est psychologue. Il se livre à une nouvelle expérience. Ce chat a une arme mortelle.
Impressionnant. D'autant qu'apparemment, la moitié des singes de ce groupe utilisent cette arme. Ils ont donc su se faire passer le mot. On peut trouver ça normal, jusqu'à ce que l'on prenne conscience qu'inventer et partager des techniques, c'est une des définitions de la culture. Selon Andrew Wayton, la culture englobe les arts humains. Elle peut aller de l'invention de la bière aux symphonies de Beethoven. Mais désormais, elle inclut également les traditions rudimentaires des primates. Si on voit quelqu'un qui porte un kilt, qui joue de la cornemuse et qui prend du porridge au petit déjeuner, on devine qu'il vient d'Écosse. C'est pareil ici. Si on voit un chimpanzé qui, comme les autres singes de son groupe, ne recule pas devant l'idée d'un petit bain, qui aiguise un bout de bois et s'en sert comme d'une arme primitive, on dira que ce singe vient de Fongolie. Andrew Wayton n'en revient pas. Comment un singe peut-il développer une culture? Les petits observent leurs parents avec beaucoup d'attention. Au bout de quelques mois, ils commencent à faire les mêmes gestes qu'eux. Ils sont capables de copier. Prenons un singe qui vit au milieu d'humains. Il les imite tellement facilement que ça en devient comique. Et puis, c'est quand même plus efficace d'imiter quelqu'un plutôt que de tout inventer soi-même. Mais ça n'est pas si simple. Le jeu préféré des bonobos du Congo, c'est l'imitation. Mais les apparences sont souvent trompeuses. C'est un jeu très sérieux. Un singe a envie d'imiter ce qu'un autre singe est en train de faire. Il doit aussi comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir le reproduire à son tour. Cela implique un raisonnement, car il faut interpréter les... Au cœur de la forêt tropicale du Sénégal, un spectacle étonnant est en train d'avoir lieu. Ces chimpanzés ont décidé d'en finir avec la routine et de mener la belle vie. Avec piscine privée, mais ce n'est pas tout. À Fongolie, ils s'offrent une chasse digne des plus grands amateurs. D'un vulgaire bout de bois, ils font une lance. Ils apprécient le luxe d'un bon steak tartare. Franchement, à qui pourrait faire penser ces chimpanzés, ces orang-outans, ces gorilles et ces bonobos? Il faut l'avouer, la ressemblance est troublante. Nous nous sommes rendus compte que nous étions bien plus proches d'eux que ce que nous pensions. Mais plus nous mesurons leurs capacités intellectuelles, plus nos certitudes volent en éclats. On sait que les gènes humains sont à 99% identiques à ceux des chimpanzés. Pourtant, on voit bien que nous n'avons pas du tout les mêmes fonctions sur cette planète. La vraie question est, qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? Quelle est cette petite différence qui fait toute la différence? Quel est le chaînon manquant entre eux et nous? Pourquoi une telle distance? Cette région d'Afrique est le berceau d'une révolution surprenante.
Ici, nos cousins germains ont l'air. Sera-t-il à la hauteur? Le suspense est insoutenable. Pendant 10 minutes, rien ne se passe. Et tout d'un coup, bingo, la solution. Le but, c'est qu'ils se rendent compte que l'eau peut être un outil. C'est intéressant parce que l'eau n'a pas de forme. Quoi de plus simple? N'importe qui y aurait pensé. Enfin, presque. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur le terrain, au Sénégal, Jill Pritz a longuement observé les habitudes alimentaires des chimpanzés. Ils s'adaptent et peuvent manger de tout, mais ils ont un petit faible pour la viande. Leur plat préféré est le galago, un petit primate nocturne. Mais pas question de les chasser à main nue. Jill Pritz les a suivis et a pu constater qu'ils confectionnent des armes pour chasser. Andrew Wayton ne peut s'empêcher d'aller assister en personne à cette scène si singulière. Jill Pritz vient juste de ramasser une de ses lances qu'elle a trouvée en haut de cet arbre. Celle-ci est un peu plus grande que celle que je trouve d'habitude. C'est vrai qu'elle est grande et elle a l'air solide. Exactement. C'est très intéressant parce que ce trou est assez profond et la lance a été faite pour atteindre facilement le fond de la cavité. Oui, c'est très précis. Pour faire une bonne lance, il faut casser le bout d'une branche, puis l'aiguiser. Ensuite, il ne reste plus qu'à rechercher un galago endormi dans sa niche. J'imagine que le chimpanzé s'approche du nid, jette un œil, prend son bâton et frappe énergiquement et à plusieurs reprises. Même si l'instrument est rudimentaire, il vaut mieux ne pas s'y frotter, quand on sait que le bras d'un singe est 5 fois plus puissant que le nôtre. Ensuite, quand ils ressortent leur bâton, ils doivent le renifler.